Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices du podcast de l'information, le journal des étudiants en pharmacie de l'Université Laval. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maude Paris, je suis étudiante en troisième année et je suis accompagnée de... Thibault Liberto, étudiant de deuxième année. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter comme milieu de pratique le milieu de pharmacie préparatrice. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter notre invité du podcast d'aujourd'hui, Bertrand Bolduc. Alors, qui est Bertrand Bolduc? C'est un pharmacien diplômé de l'Université de Montréal en 1990. Il a ensuite fait son MBA à HEC en 2000. Il a été président de l'Ordre des pharmaciens du Québec de 2014 jusqu'en 2023 et désormais, il est copropriétaire de Jantès et Bolduc Pharmaciens et aussi propriétaire de Galenova. Venez avec nous! Donc, expliquez-vous, nous, le rôle concret du pharmacien en pharmacie préparatrice. Bien, les pharmacies préparatrices, on est là pour préparer les médicaments qui n'existent pas sous une forme ou un dosage. On doit s'assurer aussi, évidemment, de la qualité de ce qu'on fait, tout en respectant, évidemment, les normes de l'ordre et les autres normes là, applicables s'il y en a. Donc, les pharmaciennes ici, les pharmaciens, ce qu'ils font, c'est étudier, si on veut, la demande de nos collègues hospitaliers ou d'officine, puis voir est-ce qu'on peut faire quelque chose de qualité d'abord, qui va atteindre l'objectif thérapeutique que le prescripteur a en tête. Et est-ce qu'on a des formulations? Est-ce qu'on a les ingrédients? Est-ce qu'on a les stabilités? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on peut ajouter le goût pour un enfant? Est-ce qu'on peut ajouter la forme pour une personne âgée qui a des problèmes de déglutition? On a plein de raisons, mais le rôle des pharmaciens, c'est de juger et d'épauler nos collègues afin de fournir une solution de qualité qui va répondre aux besoins. En gros, c'est ça. C'est simple, mais c'est compliqué en même temps. Je comprends. Puis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comme la journée typique d'un pharmacien qui pratique justement ici dans votre entreprise? Alors ici, chez Jantès Bolduc Pharmacien, on fait des préparations stériles régulières, stériles dangereuses, donc cytotoxiques, immunosuppresseurs, biologiques. On fait du non-stérile aussi. Donc, évidemment, on a des pharmaciennes et des pharmaciens qui sont attitrés à chacun des secteurs, si on veut. Okay. Et il y en a toujours un ou une aussi qui s'occupe de ce qu'on appelle le service à clientèle, donc essentiellement répondre aux questions, soit de nos agents au service à clientèle qui sont souvent des ATP, donc qui ont de l'expérience, mais qui manquent une information, ou des ATP ou des pharmaciens qui nous appellent avec des questions. Et là, on va déterminer ensemble si on peut les aider. OK. Puis là, vous me parlez beaucoup de recherche, de s'assurer qu'on a des données, tout ça. Quelles sont les compétences qu'un pharmacien doit avoir pour pratiquer justement en pharmacie préparatrice? Alors, nous, notre rôle, c'est pas d'évaluer la pharmacothérapie du patient. On ne le voit pas, le patient. On ne le connaît pas. Mais évidemment, on est là pour épauler nos collègues. Fait qu'il faut que ça fasse du sens. Du sens au niveau formulation, au niveau stabilité, au niveau technique, au niveau de l'apparence du produit, du goût du produit. Donc, évidemment, l'expérience s'acquiert de façon graduelle. Je dirais qu'ici, après 3 mois, on est assez à l'aise dans le non-stérile. Après 6 mois, dans le stérile. Après 1 an, on est à peu près confortable dans tout. La beauté, c'est qu'il y a des collègues qui sont là pour nous aider. Il y a des façons de trouver les informations. On a aussi, on fait partie d'un groupe de pharmaciens préparateurs international par email. Alors, s'il y a une question que personne ne peut répondre à nulle part, on ne trouve pas la réponse sur Internet, on va demander à nos collègues de partout dans le monde de nous aider. Et parfois, nous-mêmes, on va répondre aux collègues. Donc, il y a plein de sources d'informations. Mais je dirais que pour une pharmacienne ou un pharmacien qui a travaillé ici, il y a 1 an de training. Et par la suite, on est confortable. Mais il y a toujours des défis, des nouvelles formulations. À toutes les semaines, on développe des nouvelles formulations, on fait des nouveaux trucs.
Et on est épaulé par toute une équipe aussi, donc il y a 5-6 pharmaciens et pharmaciennes ici, mais en plus, on a 8 chimistes, on a des biochimistes, on a des microbiologistes, on a du monde de toutes on a beaucoup de gens aussi qui ont de l'expérience en milieu pharmaceutique, industrie. Fait que ça nous aide à trouver la bonne solution. Moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé du contact avec le patient. Comment vous voyez ça ici en pharmacie préparatrice, ce manque de contact avec le patient? Est-ce que vous voyez ça plutôt comme quelque chose qui manque ou plus c'est l'avantage? Ah ben, c'est sûr que c'est utile, hein, et dans un monde idéal, on ferait tout. Mais à un moment donné, c'est dur de tout faire, d'être bon dans tout. Nous, jusqu'à un certain point, notre pratique est plus limitée au niveau clinique, mais en même temps, les réflexes sont là. Quelqu'un va appeler et il va dire j'ai un patient hypertendu. Ben, on le sait qu'il faut faire attention au sodium. Les réflexes sont là tout le temps. Donc, ça ne se perd pas, mais on a toujours en arrière-plan la connaissance de ce que ça prend pour le patient au niveau thérapeutique. Puis si on ne le sait pas, on va parler à nos collègues aussi, mais on ne se substitue pas à nos collègues qui servent les patients directement. On est là pour les épauler. Mais tous ces réflexes qu'on acquiert à l'université, en stage et en pratique, en officine ou en hôpital, ils servent ici. Et toutes les pharmaciennes et pharmaciens qui sont ici ont travaillé soit en officine, soit en hôpital, soit les deux. Certains même en industrie. Ce qui fait qu'on comprend très, très bien les besoins de nos collègues, on peut y répondre de façon efficace. Parfait. Puis là, vous avez parlé qu'il y avait comme des chimistes, des microbiologistes, des biochimistes. C'est un peu rare là, pour un pharmacien de travailler avec ces professionnels-là. Eux, c'est quoi leur rôle en pharmacie préparatrice? Ben, évidemment, ici, il y a Galenova et Jean-Thèse Bolduc. Donc, la plupart sont dans Galenova, mais on est dans le même bureau, on est juste à côté, on peut se parler. Et ils sont là pour nous épauler au niveau de la connaissance des ingrédients. Parfois, des fois, on va essayer de développer une formulation, puis on n'y arrive pas, c'est pas soluble, ça goûte pas bon. Alors, on peut consulter ces gens-là pour dire, ben, ton problème de solubilité, c'est un problème de taille de particules. Si tu broies ta poudre, si tu fais ceci, cela, tu vas avoir plus de résultats. Des fois, c'est des poids moléculaires qui sont différents, des sels différents. Ils peuvent nous aider sur plein de trucs. On a aussi une personne qui travaille dans le labo analytique, qui a une maîtrise en développement du médicament de l'Université de Montréal. Alors, elle a fait de la formulation, elle développe des produits, elle fait des études de stabilité. Fait que si on a un problème avec un produit qui change d'apparence, ben c'est sûr qu'on va aller là-bas, on va dire pourquoi tu penses? Ben, tu checkes le pH, tu vérifies si tel sel est assez compatible, des trucs comme ça. Donc, on a une équipe vraiment extraordinaire pour régler les problèmes de formulation, de pharmacotechnique. Donc, c'est sûr que nous autres, on aime ça. La plupart de nos collègues en officine, ils détestent ou ils trouvent ça inutile, une perte de temps, ils ne sont pas à l'aise. Ben, notre rôle, c'est de les épauler là-dedans. Okay, parfait. Puis, est-ce que le pharmacien qui travaille en pharmacie préparatrice, il y a comme des formations spécifiques qu'il doit suivre? Oui, ben la formation en stérile, c'est sûr. Le reste, on l'offre sur place. Mais évidemment, on va former les gens sur les techniques stériles, comment vérifier aussi, comment entraîner et vérifier les techniques stériles des ATP ou des TP. Oui, on va faire ça, évidemment. Parfait. Puis, dans votre pharmacie préparatrice, c'est surtout quel type de produits, de médicaments que vous faites ici? Ah, ben ici, on fait à peu près tout. Hein. Ça part du suppositoire, la capsule, jusqu'aux les liquides, les suspensions, les solutions, crème gel, onguent, injectable sous toutes les formes, incluant intrathecale, épidurale, etc. Donc, on fait à peu près n'importe quoi, sous quelle forme. Donc, c'est très, très, très varié. Si on ne peut pas le faire, probablement que ça se fait pas. OK. Puis là, vous mentionniez aussi tout à l'heure là, que vous pouvez aussi faire des préparations là, pour les animaux, là, si je me trompe pas. Oui, on fait pas mal de vétérinaires. Évidemment, les animaux, il y a moins de produits commerciaux disponibles. Puis il n'y en a pas pour toutes les espèces. Puis chaque espèce a ses particularités. Alors évidemment, les chats, c'est très difficile pour la saveur. Les chiens, ça bouffe à peu près n'importe quoi. Donc, il faut adapter souvent les formes pour les animaux. Des fois, on a des animaux exotiques, que ce soit des oiseaux ou des animaux de zoo. Le zoo de Granby client ici, c'est filcé aussi. Donc, c'est plus rare, mais ça peut arriver que ces gens-là aient des besoins très spécifiques. Et là, on va travailler avec les vétérinaires à trouver une bonne solution. Puis, est-ce que vous avez vu comme une évolution dans la pharmacie, la demande des préparations de produits de magistral dans les dernières années? Ben, c'est clair que l'évolution, c'est que nous, on est en soutien, puis on règle les problèmes que l'industrie ne règle pas.
mais aussi l'industrie cause des problèmes, des ruptures de stock, des produits discontinués. C'est là qu'on peut jouer un rôle aussi. Donc, énormément, là, depuis une quinzaine d'années, là, de produits en rupture de stock qu'on va suppléer à la demande. Même chose des produits discontinués. L'industrie, s'ils font plus de sous avec un produit parce qu'il n'y a pas assez de volume, ils vont discontinuer pour des raisons commerciales. Il y a encore souvent des besoins. Le cycle de vie d'un produit pharmaceutique, ça meurt à peu près jamais. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin à quelque part. Donc, on va souvent faire des produits discontinués là, pour des raisons autres que sécurité. Fait qu'on est là pour aider, pour combler les besoins que l'industrie ne fait pas et de se rapprocher le plus possible du niveau industrie. Je sais que tu avais des questions pour Ouais. le projet de loi 67. Par rapport au projet de loi 67, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la pharmacie, mais plus particulièrement l'évolution de la pharmacie préparatrice dans le futur? Bien, le projet de loi 67, essentiellement, ça va permettre aux pharmaciens de vraiment jouer le rôle de leader dans la pharmacothérapie du patient. Les limites administratives vont quasiment être à peu près toutes éliminées. Et là, on va pouvoir aussi non seulement ajuster, mais aussi ajouter, enlever, s'assurer que le patient est optimisé au niveau de sa pharmacothérapie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les doses, ça veut dire rajouter un produit, ça veut dire parfois initier quelque chose. Et là, ben, nous, on arrive en soutien à ça lorsque c'est nécessaire parce que l'industrie ne fournit pas ce dont vous avez besoin. Donc, c'est sûr que présentement, il y a une demande pour les magistrales. Elle vient d'un produit prescrit par un médecin le plus souvent et le pharmacien dit bien, ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. Lorsque le pharmacien va pouvoir jouer dans la pharmacothérapie de façon plus active, il va peut-être voir des besoins non comblés dans l'industrie supplémentaire. Alors, ça peut juste nous rajouter un peu d'ouvrage. Mais encore là, il s'agit pour les pharmaciens de savoir que quand c'est impossible, c'est peut-être possible. Et d'appeler, s'informer s'il y a une solution à la problématique du patient. Mais je pense que les pharmaciens vont avoir un peu plus le réflexe que les médecins, à l'exception peut-être des dermatologues qui ont toujours été très créatifs. Puis, de quelle manière le pharmacien qui pratique en pharmacie préparatrice aide les patients? Bien, il aide les patients de façon indirecte, dans le sens où c'est souvent, on ne voit pas la personne. Oui. On voit parfois un nom, on peut imaginer que c'est un enfant ou une personne âgée, mais on sait qu'à quelque part, on aide quelqu'un parce que ce produit-là ne serait jamais commandé chez nous s'il ne serait pas vraiment nécessaire. On le sait, les magistrats, c'est dur à réclamer aux assurances privées, à RMQ aussi, il y en a très peu de couvertes. C'est toujours une problématique pour les pharmaciens d'offrir ce genre de solution-là. Fait qu'on sait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est vraiment nécessaire. Ça sert vraiment à combler un besoin non comblé. Fait que c'est pour ça qu'on prend ça au sérieux. On veut faire des produits de qualité, on veut s'assurer que ça aide vraiment les gens. Mais ça arrive des fois qu'on rencontre des amis, des connaissances, qui disent « Ah, il y a quelqu'un qui a eu quelque chose qui a été fait chez vous. » On sait, par exemple, en hôpital, là, que ce soit des épidurales ou d'autres produits, que à chaque fois qu'on fait un sac d'épidurale, on le sait que ça sert à quelqu'un qui a accouché. Ouais. Mes propres filles en ont bénéficié. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a quelqu'un qui ça aide. Puis, vous, c'est quoi qui vous a motivé à pratiquer en pharmacie préparatrice? Ah, ben, il y a un peu de hasard là-dedans, mais moi, j'ai fait l'option industrie à mon époque. En pharmacie, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Fait que c'est sûr, tout ce qui est fabrication, préparation, combler des besoins, ça m'a toujours intéressé. J'ai pratiqué longtemps en officine aussi. J'ai travaillé à l'hôpital quand j'étais étudiant. Mais c'est le côté créatif de la chose, je dirais. En pharmacie d'officine, hôpital, on voit des cas spéciaux fréquemment. Mais ici, on ne voit que des cas spéciaux. Donc, il faut trouver toujours une solution pour aider nos collègues. On aime ça. On est branché par ça, même si je sais que la majorité des pharmaciens n'aiment pas trop. Nous, on aime vraiment ça. Fait que c'est ça que vous aimez dans le fond de la pratique, le côté créatif, tout ça, le côté d'essayer créatif, des choses. d'essayer des choses, de combler un besoin. Les gens arrivent au comptoir de la pharmacie, veulent parler à la pharmacienne, aux pharmaciens, ils ont des besoins. 99,9% du temps, on a ce qu'on a besoin pour les aider derrière le comptoir ou en avant dans les médicaments de vente libre, mais des fois, on l'a pas. Et des fois, il faut penser, ben, peut-être qu'on pourrait le faire préparer ou préparer nous-mêmes, puis combler ce besoin-là. Puis là, ben, moi, je trouve que ça donne une satisfaction supplémentaire parce qu'on a fait un effort supplémentaire pour combler le besoin de quelqu'un qui avait vraiment rien qui l'aidait. Moi, j'ai une question. Ce serait quoi un conseil que vous donneriez à un étudiant en pharmacie comme nous ou comme vous à votre époque qui s'intéresse à l'industrie et qui aimerait découvrir un autre milieu comme celui de la pharmacie préparatrice? Les pharmaciens d'aujourd'hui, avec vos doctorats en pharmacie, vous êtes moins préparés
à la pharmacie industrielle. Les pharmacies industrielles, en fait, sont en voie de disparition quasiment. Il existe des diplômes supplémentaires, comme le DESS en développement du médicament à l'Université de Montréal, qui se transforme en maîtrise, qui prépare mieux à aller en industrie. Ça, c'est certain. D'être attentif à ce que l'industrie propose aux pharmaciens comme information, comme formation. Ces gens-là, on les voit souvent comme des vendeurs. Il faut peut-être les voir plus comme des spécialistes de leurs produits qui viennent nous expliquer comment bien les utiliser. Ils n'ont jamais avantage à ce que ça soit mal utilisé ou trop utilisé. Donc, être ouvert, regarder ce qui se passe. Il y a souvent des emplois en industrie qui peuvent être disponibles, surtout en information médicale, si on a juste un PharmD, mais il y a d'autres diplômes qu'on peut faire pour aller chercher une expertise additionnelle. Puis il y en a quand même pas mal de pharmaciens qui sont membres de l'ordre, qui sont en industrie, qui sont dans toutes sortes de postes, en recherche clinique, en fabrication, en affaires réglementaires, en assurance qualité. Donc oui, il y en a des postes en industrie. Vous, par exemple, vous avez fait un MBA après vos études en pharmacie. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ou comment est-ce que ça vous a aidé, vous, de votre côté? Pour moi, le MBA, c'est une collection d'outils que j'ai autour de la ceinture. La pharmacie, c'est un diplôme de généraliste, à moins qu'on fasse une maîtrise pour aller se spécialiser un peu plus. Le MBA, c'est un diplôme de généraliste en administration des affaires, d'avoir des notions en ressources humaines, en marketing, en finance, en gestion des opérations. Bien, ça permet de jaser avec les spécialistes de ces disciplines-là de façon plus optimale. Quand je parle à mon directeur des finances, ou je parle à ma directrice des opérations, ou je parle à mon directeur des ventes, ou ma directrice des ressources humaines, je comprends tout ce qu'ils me disent. Je ne suis pas un spécialiste dans rien, mais ça me permet d'être un espèce de jack of all trades, master of none, mais capable de bien comprendre tout ça. Puis dans notre organisation, c'est sûr qu'il faut toujours s'assurer qu'on peut dégager une certaine profitabilité pour être sûr de répondre aux autres besoins qui vont suivre. Donc, c'est des outils intéressants. Est-ce qu'on a besoin de ça pour être propriétaire de pharmacie? Pas absolument. Est-ce que ça aide? Bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de ça pour gérer un département d'hôpital? Non. Est-ce que ça aide? Évidemment. Mais c'est des outils qu'on se donne. Et je pense que dans mon cas, ça a été très utile, c'est sûr. Moi, ça fait pas mal le tour des questions que j'avais posées. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter comme quelque chose à dire aux étudiants ou... Ben, vous vous apprêtez à exercer la plus belle profession du monde, à mon avis. Mais il faut comprendre que ce que vous voyez pendant vos études puis vos stages chez l'officine et l'hôpital, c'est merveilleux. Ouais. C'est des beaux milieux. Vous allez aider les gens avec ça. Il existe plein d'autres possibilités. Que ce soit en industrie pharmaceutique, chez les assureurs privés, publics, en start-up. Moi, je collabore avec des pharmaciens dans des start-up en health tech. Alors, les pharmaciens peuvent avoir un rôle dans plein d'autres trucs. Il s'agit d'en sortir ou de regarder un petit peu à gauche, à droite, voir qu'est-ce qui est disponible. Parfait, d'être un peu curieux puis de voir c'est quoi qu'il y a présentement. Ouais. Ben, merci beaucoup là, d'avoir répondu à nos questions. Là. En fait, on a une meilleure idée là, de ce que c'est de travailler en pharmacie préparatrice. Donc, c'est vraiment apprécié là, de nous avoir accordé votre temps. Un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode du podcast de l'information. Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram ou sur YouTube pour rester à l'affût lors de la sortie des prochains épisodes. Notre prochain épisode sera concernant un milieu de pratique dans lequel il y a beaucoup de DVCC d'implantés. Donc, au plaisir là, de vous voir lors de ce prochain épisode. Merci! À la prochaine!